d'euros, comme je l'ai tantôt annoncé, l'argent ça compte. Chiffrez votre projet et séduisez les financeurs. Il est question au moins de cela parce qu'aujourd'hui, l'argent c'est le cœur. C'est aussi, je dirais, le turning point de toute entreprise. Donc, nous aurons l'occasion de les écouter et partager également les secrets avec vous. Merci, chers conférenciers, merci de votre honneur de partager vos secrets. Et la fusion qui a eu en 1998. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Daouda, qui était déjà un auditeur confirmé au sein de ce cabinet. Après Price, j'ai fait un tour sur l'Enseignant pour assumer les fonctions de directeur de mission. Je m'occupais à cette époque du portefeuille d'audit bancaire qui a pu obtenir l'agrément et a lancé la banque. Donc après cette expérience dans la banque qui a duré une dizaine d'années, j'ai changé complètement d'orientation. Je me suis lancé dans un projet entrepreneurial avec des partenaires, avec des amis surtout, qui est le groupe Covina. Donc au sein de ce groupe-là, qui est un groupe de mésofinance qui opère dans 8 pays, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, au sein de ce projet-là, je m'occupe de la filière ivoirienne, qui est pratiquement notre plus gros marché. Je suis directeur général, mais j'ai également une casquette au sein de notre holding où je suis membre du comité exécutif et administrateur notamment. Donc voici succinctement qui je suis. Peut-être je laisserai la parole aussi à Daouda pour se présenter, pour qu'on revienne au thème principal. Merci Didier. Donc, je suis Daouda Toudali. Comme tu l'as dit, donc, je commence ma carrière aussi en cabinet, en audit de conseil comme lui, Price pendant 5 années, où j'étais plutôt en charge des missions bancaires et financières. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a travaillé ensemble, parce que je travaillé dans le même projet que moi. Et puis en 2001, donc, j'ai rejoint la société Valence Banque, la CIF, comme contrôleur de gestion, responsable de contrôle de gestion. En 2002, je suis passé directeur financier adjoint. En 2005, je suis parti à l'expatriation à Paris, dans le cadre parce que la CIF appartenait en ce moment au groupe Crédit Agricole. J'ai passé en fait un peu moins de 4 ans comme contrôleur financier, donc la DRH, dans un contexte où la BFI fusionnait et Crédit Agricole de Suez fusionnait. Donc c'était les RH, c'était au cœur du chantier de transformation de la nouvelle banque. Ça s'appelle aujourd'hui Crédit Agricole Corporate Investment Banking. Je suis venu donc en 2008, 2009, j'ai été nommé DG à Classique, et puis 2012, donc directeur général, donc bientôt donc, plus de 5 ans. À côté de la banque, je m'occupe aussi de filiale d'assurance financière, Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire et Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire, où je suis le président de conseil d'administration, donc de ces deux structures. Je suis également président directeur général de la société ivoirienne, de la société africaine de bourse, donc la filiale comme l'affaire, du coup particulier pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis actuellement, je suis troisième vice-président de l'APB. Je suis président de commission donc, à la SUGC, donc la commission financement du secteur privé, je crois qu'on a ouvert donc la discussion. Je suis également administrateur dans certaines structures, donc la GRDM, le DCGR, le DDBA, le S-Links. Et puis, bon voilà, je suis encore actuellement le président. Le président des HEC de Côte d'Ivoire. Bon voilà, donc tout ceci, effectivement, par moment, je me demande où j'habite. Mais bon, apparemment, je le trouve à la maison, puisque en 2014, j'avais été donc désigné meilleur manager par le patronat, meilleur manager d'entreprise par le patronat. Et puis en 2017, la CIV a donc le prix d'excellence du président de la République, a également été désigné meilleur SVT, spécialiste en valeur de trésor, donc pour la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire, donc il a région Ivoire. Donc voilà, succinctement présenté, et puis je repasse avec. Je voudrais remercier donc, le modérateur qui a pris sur lui. Véritablement. On va peut-être faire l'exercice sur 5 axes. Pas plus. 5. Les conditions et la connaissance du secteur d'activité. C'est vous les experts. Vous êtes promoteur de start-up, vous êtes entrepreneur, vous êtes gérant de PME, c'est vous les experts, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez les risques. Il s'agit justement de transmettre aux banquiers, aux financiers, cette connaissance que vous avez du terrain
de votre secteur, les risques majeurs, les risques inhérents. Si c'est bien traduit, la confiance est née à ce moment-là. Après la connaissance du secteur, il y a la capacité. Le projet d'entreprise que vous avez à générer du cash, qui sont les choses, pour rembourser l'argent que vous souhaitez avoir. C'est une question de base. Oui, je connais mon métier. Oui, je suis l'expert numéro 1 dans tel domaine. Mais en descendant un cran en dessous, est-ce qu'effectivement, si je vous donne aujourd'hui 100 francs, vous êtes capable de me rembourser à bonne date, ce montant-là, avec des intérêts qui sont associés? Quelle est votre capacité à pouvoir justement transformer le financement qui a été donné et mis à votre disposition? Prenez vite. Ensuite, quel caractère, quel troisième C quand on prend notre produit. Le caractère, ça touche aussi à l'humain. Vous connaissez votre secteur d'activité, votre projet est rentable, est viable, mais dans le caractère, il y a est-ce que vous voulez me rembourser? Est-ce que vous avez la volonté? Parce que vous pouvez gagner tous les bénéfices du monde, mais vous pouvez décider de ne pas rembourser. Tout simplement. Donc, à un moment donné, quand vous discutez avec un financier, avec un banquier, il va regarder, il va évaluer votre capacité pour pouvoir respecter ce type d'engagement, votre historique. Est-ce qu'il a l'habitude de rembourser les crédits même dans sa famille? Ça peut aller jusqu'à ce niveau de détail. Après, il y a le capital, parce que vous avez lancé un business, vous avez des fonds de base. Je préfère ne pas trop m'attarder sur ce dossier-là, parce que le capital, je pense que vous n'en avez pas vraiment beaucoup. Mais ça traduit une idée très simple. Si ça se passe mal, comment le banquier, comment celui qui vous a prêté de l'argent retombe sur ses pieds? Qu'est-ce que vous détenez véritablement à vous dans ce projet, dans ce processus? Et le dernier C qu'on peut introduire, c'est la caution, c'est la garantie, mais je l'ai explicité à la fin, parce qu'effectivement, la première garantie, c'est la capacité que vous avez à repayer le crédit. C'est le projet lui-même qui le repaye, et la garantie ne vient vraiment comme un accessoire. Donc, pour planter le décor, et selon moi, je pense que si vous avez retenu les 5 C là, ça fait de vous des experts du crédit. Ce qui vous manquera, c'est la pratique. Ce qui vous manquera, c'est le vécu au quotidien. On peut en discuter, on peut en débattre, et on va prolonger la réflexion avec Daouda, en fait, qui, encore une fois, je le dis, mon sucre. Oh. Non, merci Didier. Merci Didier. Je pense en fait que Didier a couvert en fait donc le spectre, hein, donc il a dit donc l'essentiel, de ce qu'on attend donc d'un bon dossier. Donc moi je voulais en fait insister sur le rôle donc de la banque, ou le rôle de microfinance, l'institution qui est placée entre vous et en fait une autre personne, un autre agent économique. Notre rôle simplement c'est de recueillir en fait donc le plan d'épargne avec ceux qui ont une capacité de taille, le placer auprès de ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas notre argent, nous ne créons pas d'argent et nous en fait ne pouvons pas non plus notre argent. Au passage, nous prenons donc des commissions, des intérêts qui nous permettent de vivre, de payer en fait nos frais généraux, de payer les salaires, de gagner en fait, de dégager un bénéfice. Donc, il est important, donc une fois que vous avez en fait mis ces trois blocs ensemble, la question en fait quand vous avez un projet, est-ce que vous-même, quand vous allez voir votre papa, vous lui dites oui, j'ai tel projet, je veux que tu me donnes de l'argent, est-ce qu'il doit suffisamment confiance à votre projet pour mettre de l'argent dedans? Une fois en fait que vous avez en fait cette démarche-là, pour vous dire est-ce que mes amis, est-ce que sont capables d'avoir la confiance ou d'avoir la croyance à mon projet pour qu'en fait je puisse le réaliser, c'est déjà un premier pas. Une fois que vous avez ces tests et qui vous dit oui et qu'effectivement, un, on vous fait confiance, deux, votre projet est capable de s'autofinancer, et trois, vous-même, si vous venez voir quelqu'un, vous lui dites oui, j'ai un projet, il me coûte 100 francs, j'ai besoin en fait des 100 francs, il va vous dire bon, écoute, tu es bien gentil, si jamais le projet ne marche pas, c'est moi qui perds les 100 francs. Donc ensuite tu viens lui dire oui, ça me coûte 100 francs, mais comme vous me connaissez et que vous
vous savez que je ne suis qu'un étudiant, je n'ai que 25 francs, donc je cherche 75 francs, ou j'ai 50 francs, je cherche d'autres 50 francs, il va dire, bon, au moins, voilà, donc il y a un risque en fait qui est plus ou moins en fait, bien mesuré où la personne est impliquée. Donc ça aussi c'est très important en fait. D'abord, comprendre, parce que parfois on dit, j'entends que la banque ne prête pas, la banque ne prête pas. Le rôle d'une banque, c'est de faire des crédits. Si en fait à un moment donné la banque dit, tel projet, je ne peux pas y aller, c'est parce qu'en fait, comme tu l'as dit, l'argent des autres dans le projet chez nous devons le gérer en bon père de famille. Parce que vous-même, quand vous déposez de l'argent à la banque, que vous venez retirer votre argent, vous attendez de la banque qu'elle vous restitue donc votre argent en temps et en heure. On ne va pas venir vous dire, oui, en fait, attendez, on a prêté à votre cousin, mais comme il ne paye pas dans les délais, on va en fait essayer de récupérer avec lui avant de venir donc vous payer. Donc ça, c'est vraiment, une fois qu'on a compris le rôle de la banque, je pense que ça permet de relativiser donc beaucoup de choses. Y compris en fait donc les autorités politiques, les autorités publiques, qui disent oui que les banques ont de l'argent, mais elles sont liquides, mais elles ne financent pas, les PME ne financent pas les jeux. Il faut savoir en fait que effectivement ce n'est pas notre argent, c'est l'argent en fait de deux personnes, et cet argent-là nous devons en fait effectivement le gérer en bon père de famille. Je pense que c'est très important en fait donc cette gestion en bon père de famille. Maintenant, les caractéristiques d'un bon dossier, je pense que Didier donc, a bien insisté là-dessus, donc je ne veux pas aller là-dessus, mais il y a vraiment deux notions donc, très importantes. C'est la confiance. Quand vous discutez avec votre banquier, il est bon, c'est vrai que maintenant c'est une pratique qui se fait de plus en plus, mais le banquier est quand même capable de sentir. On peut se tromper, hein, donc tout le monde peut se tromper, donc le banquier n'est pas au-dessus des humains normaux, mais on peut en fait sentir si vous êtes sérieux dans votre démarche, vous êtes sérieux dans votre projet, et si vous inspirez donc la confiance nécessaire pour que lui puisse aller défendre le dossier auprès de son comité privé. Donc ça, c'est vraiment en fait arriver donc cette confiance-là, parce que derrière, c'est juste pouvoir récupérer effectivement le crédit qu'il a placé pour pouvoir rembourser donc la personne qui l'a donné donc l'argent, et puis pouvoir dire à ses patrons, voici on a fait un crédit, et sur 100 francs on a gagné 10 francs, et ces 10 francs-là tombent donc dans la caisse. La deuxième chose que le banquier essaie de mesurer, c'est votre implication. Jusqu'à quel niveau vous êtes impliqué en fait dans votre projet. Les bonnes idées, il y en a toujours. Tous les matins, vous comme moi, quand on se réveille le matin, on a une super idée de se faire de l'argent. Mais après, donc derrière, quelle est notre implication? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre dernière chemise dans ce projet? Et c'est ça, parfois, en fait, aussi qu'on veut sentir en fait, chez les gens. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est l'argent des autres. Quand on vous le donne, on a envie en fait que vous vous battez pour que votre projet réussisse. Pas en fait que les gens disent oui, de toute façon c'est l'argent de la banque, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, bon, c'est pas moi qui perds, hein, c'est la banque qui perd. Donc ça, aussi dans la discussion et dans votre implication, soit financière, soit en fait matérielle, soit donc le temps que vous y mettez, la niaque que vous mettez, toute la rage que vous avez, la niaque que vous avez. Ça d'abord banquier s'est dit tiens, c'est quelqu'un en fait qui va se battre pour son idée et est capable en fait de poursuivre son projet. Malheureusement, on voit beaucoup de projets, donc c'est celui qui arrive à accrocher le plus que en fait on est capable d'accompagner. Et donc vous pouvez venir, vous pouvez avoir donc toute l'implication possible, mais si vous n'arrivez pas en fait à accrocher dans votre banquier, bon, il faudra dire là, bon, je n'ai pas confiance ou je n'ai pas senti le projet, où il y a une zone de risque. Les chiffres sont traités aussi. Quand on fait en fait les statistiques, tous les projets qu'on accompagne, on a un taux de casse qui est supérieur aux 2 tiers. Donc c'est-à-dire en fait si un projet est accompagné, il y a en fait plus de 60% qui collapse. Et les statistiques vont plus loin pour ce qui concerne les startups. Plus de 90% des startups sont appelées à mourir. Donc nous, dans cet environnement, nous devons en fait pouvoir naviguer, trouver en fait donc les bonnes pépites, tout en assumant une part de risque. Effectivement, on ne va pas dire qu'on est banquier, qu'on ne va pas faire zéro risque. On est là aussi pour prendre des risques, ce qu'on va gagner sur les autres, le perdre un peu sur d'autres personnes. Mais il ne faudrait pas en fait que ce que vous perdez soit plus important que ce que vous gagnez. Sinon, c'est vous-même qui mourrez. Aujourd'hui, en fait, la notion de tout big to fail n'existe plus. On a vu en fait donc des banques qui étaient grosses, bicentenaires, comme Lehman Brothers, parce qu'elles ont fait des pays hasardeux, elles ont disparu du jour au lendemain, après 200 ans, plus de 200 ans d'existence. Donc on a en fait
cette épée-là au-dessus de notre tête. Et au-dessus, on a un régulateur, qui est la commission bancaire, qui vient regarder quelle est en fait la qualité de votre portefeuille. Quelle est la qualité de votre portefeuille? Si dans votre portefeuille, vous avez en fait des crédits qui ne sont pas en fait, qui sont défaillants, qui sont douteux ou qui sont la moitié de votre portefeuille en recouvrement, vous avez un problème, la commission bancaire est capable de vous demander de fermer. Donc nous devons en fait à la fois pouvoir faire des crédits, mais tout en fait prenant les risques que nous sommes capables d'assumer. Et c'est tous les jours notre challenge. Chaque jour que nous rentrons en comité de crédit, nous avons un dossier devant nous. C'est la question que nous nous posons. Est-ce qu'en fait on est prêt à prendre le risque? Quelle est l'implication du promoteur? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il va rembourser notre crédit? Une fois en fait qu'on répond à ces questions, ça peut être oui, ça peut être non, ou ça peut être un effort complémentaire de garantie, comme tu l'as dit, demander donc des cautions, demander donc des garanties, hypothèques et tout cela. Mais encore une fois, comme on le dit, on a été élevé donc, à l'école des banquiers, on dit que la garantie n'est pas de crédit. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous apporte toutes les garanties possibles et sur son projet n'est pas bancable que vous devez assurer le financier. Parce que vous-même, vous savez, vous allez aller en fait dans le mur, même si vous avez donc des garanties qui vont vous permettre peut-être de tomber sur votre pied. C'est pas en fait ça votre métier, c'est pas de réaliser de garantie. D'abord de faire le crédit et de vivre sur le crédit. Donc la garantie ne fait pas le crédit. La garantie, il faut l'avoir comme étant un confort qui permet de faciliter donc la décision. Et là, en fait, donc, les banques sont entrées dans une réflexion de se dire comment on peut améliorer ce dispositif. C'est pour ça en fait que les banques comme la CIE ou les autres banques signent des accords de partage de risque avec certains bailleurs de fonds, que ce soit ARIS, que ce soit la SFI, que ce soit en fait l'African Guarantee Fund, se dire on a envie de financer notre PME. Parce qu'on constate en un taux de casse qui est assez élevé. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter des outils qui nous couvrent au moins sur la moitié? Si jamais un entreprise fait faillite, on partage la perte à 50-50. Ça nous permet effectivement de prendre plus de risques. Mais encore une fois, ce plus de risques-là ne doit pas en fait peser plus qu'il ne faut dans la balance, parce que sinon après derrière, vous ne faites pas donc de bénéfices. La banque, c'est des actionnaires, la cible est une société cotée, CAC n'est pas coté, mais c'est derrière quand même, c'est des actionnaires derrière qui attendent une certaine rentabilité. Donc c'est des gens qui ont mis de l'argent dans ce projet et qui attendent effectivement que ce projet-là dégage de l'argent. Donc vous ne pouvez pas en fait faire des pertes en permanence. Donc les banques réfléchissent à comment en fait mitiger leur rôle par des risques, mais encore une fois, elles ne peuvent pas tout faire d'une seule. Tout ça en fait qu'au niveau du patronat, et je finis là-dessus, il y a eu la création, donc, comme l'a dit ce matin, donc, le Premier ministre, la secrétaire d'ouverture, lorsque le président de la République a inauguré le siège de la CGC en septembre 2014, il a dit oui, les banques ne font pas assez de crédit au PME. Donc le patronat, donc au secteur privé, donc le patronat, auquel appartient les banques, s'est saisi du problème et a mis en place une commission, donc, qui s'appelle la commission de financement du secteur privé et du fonds de garantie, pour réfléchir, pour voir comment amener les acteurs à converger vers une solution, parce que les PME disent les banques ne financent pas, les banques disent nous on a de l'argent, parfois pour financer, on ne trouve pas donc les bonnes PME. On se dit regarder comment en fait on converge vers quelque chose qui peut être commun, des critères qui peuvent être communs et pour permettre aux banques donc, de décider de financer davantage les PME. Et sur ça, il y a une étude qui a été faite au niveau des PME qui ont donné leurs besoins, qui ont donné en fait oui, voici ce que les banques nous demandent. Et cette année, il y a eu une enquête en fait du côté des banques pour savoir ce qu'elles attendent des PME, ce qu'elles attendent des entreprises. Et donc, normalement, il y a la deuxième journée qui va se finir le 26 octobre, où l'étude va être rendue publique. On verra en fait qu'est-ce que les banques attendent des PME, et ce que les PME attendent des banques, et ça va permettre peut-être de tracer en fait une ligne vers laquelle en fait tout le monde converger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays où il y a un véritable financement du secteur privé, notamment les PME, l'État s'est impliqué. Les banques qui sont des acteurs publics et des acteurs privés, quand c'est dans la rentabilité, elles ne vont pas prendre de risques financiers. Donc il faudrait en fait que le secteur public, l'État, le gouvernement, fasse un effort pour financer les startups qui commencent, les PME, pour voir comment on peut les accompagner. Dans certains pays comme le Maroc, il y a des fonds qui ont été mis en place.
Donc le rôle de la commission aussi, que je dirige, c'est peut-être d'arriver à regarder ce qui se passe donc mieux ailleurs, et de proposer donc à l'État. On a déjà commencé à benchmarker avec des pays comme le Maroc, comme le Maurice. Donc voilà, donc je pense en fait que le but de la session c'était qu'elle soit interactive. Donc on va passer la parole au modérateur. Dans les deux entreprises, voilà. le rôle de la banque, en précisant que la banque a pour rôle de faire du crédit, mais sur la base de la confiance des projets capables de s'autofinancer, également l'implication. Je pense que relativement dans les questions que nous allons tous poser, pourront bien donc nous étayer. Et puis je remercie déjà les deux intervenants pour bien sûr les bons conseils qui ont été dispensés. Et je regarde un peu mes notes, hein, juste pour bien situer mon propos. Alors, j'ai voulu être modératrice aussi, comme vous, pour pouvoir devenir ma carte de visite. Donc, ma question va aller vraiment par rapport aux différents critères qui ont été cités. Donc, moi, mon dossier est en cours d'étude, je n'ai pas encore eu de réponse à la banque à laquelle j'ai déposé. Et j'espère, bien sûr, je croise les doigts que ça marche. Mais j'aimerais savoir, en fait, sur la garantie. Parce que je pense que c'était le point le plus faible dans mon dossier. Je n'avais pas de maison ou quelque chose, vraiment un bien immobilier, quelque chose à mettre en garantie quand je déposais mon dossier. Et avec le conseiller à la banque, il m'avait donné l'air que c'était vraiment important. Parce qu'on a effectivement regardé tous les points, la connaissance du secteur, etc. Et vraiment, après, il m'a dit, ah, mais bon, on va essayer, mais sans la garantie, ça peut être compliqué. Donc, je veux comprendre, en fait, est-ce que vous avez un scale sur lequel vous essayez de juger, en fait, selon les critères que vous avez cités, est-ce que la garantie est beaucoup plus importante que les autres, ou bien, voilà quoi, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait prendre en compte? Et puis, dernièrement, si vous avez des conseils, bien des tips pour nous donner, pour nous autres qui sont encore au stade des startups, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faudrait faire beaucoup plus attention que les autres? Et puis, pour vous préciser, je suis dans le domaine de la restauration. D'accord. HKF, Société Cacao. Maintenant, il veut savoir, il a dit qu'il faudrait que le domaine dans lequel on va investir puisse générer du cash. Est-ce que vous pouvez citer des secteurs là qui peuvent générer du cash lorsqu'on veut investir pour ne pas faire des faux projets? Et puis ensuite, je veux savoir, je suis dans le domaine du cacao, mais je vois que pour investir dans le cacao, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et très souvent, ce n'est pas les banques qui financent ceux qui sont dans le domaine du cacao. Je veux savoir, est-ce que c'est possible que l'on puisse déposer un dossier auprès des banques pour avoir du financement pour investir dans le domaine du cacao? La question est D'abord, je ne suis pas encore un entrepreneur, je suis étudiant en master 2 et 3 affaires. J'ai écrit un mémoire sur les PME. Le thème, c'est précisément l'expansion des PME à l'époque des financements. Donc, je suis en train de prendre des informations. Voilà. Donc, c'est plus juridique. Et j'aimerais savoir, tout à l'heure, les panélistes ont rappelé que dans ce cadenas entre les banquiers, les financiers et puis les entrepreneurs, il doit y avoir une confiance et puis de l'autre côté, que les banquiers puissent financer. Donc c'est un partenariat bipartite. Et il a souligné qu'il y a un troisième acteur qui doit intervenir, c'est l'État. J'aimerais savoir si les attentes, vous avez de l'État, ce qu'on attend de l'État, c'est largement suffisant parce qu'il y a tout récemment le crédit bail, le contrat sur le crédit bail, la loi sur le crédit bail qui a été modifiée. Il y a également les sûretés, la loi sur les sûretés, tout ça là. Donc, est-ce que l'État ne fait pas assez avec tout cela? Qu'est-ce qu'on attend de l'État en fait pour que puisse s'établir cette confiance-là? Je vous remercie. Pour le patronat ivoirien, je voudrais savoir pourquoi les banques ivoiriennes, je voudrais savoir pourquoi les banques ivoiriennes ne font pas de la philanthropie et qu'aujourd'hui les banques ne donnent pas de crédit aux entrepreneurs débutants. La garantie est aussi importante dans l'étude dossier. Je me lance pêle-mêle sur l'ensemble des questions. Donc, sur le point de la garantie, parler de pondération, pouvoir entre les critères préalablement édictés ou cités, est-ce qu'il y en avait un qui prenait le pas sur d'autres? Non, tout dépend, j'ai envie de dire, du type de dossier qu'on a en face. Et je dis, Daouda l'a repris également dans son intervention, la première garantie pour un projet, c'est la capacité de repaiement intrinsèque du projet. Okay. Si vous me dites que vous êtes dans la restauration,
et que vous faites 50% de marge dans votre activité et que vous me donnez l'assurance que vos clients vont payer exclusivement sur un terminal que j'aurai installé chez vous et que j'aurai, ok, je pourrai capter l'ensemble de vos recettes au jour le jour, la garantie première viendra également de ces flux-là qu'on aura chez nous tous les jours. Ok? Ça, c'est dans un monde idéal. Maintenant, comme tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite, et qu'il y a des facteurs endogènes ou exogènes, effectivement, l'institution peut décider à un moment donné de se donner un peu plus de confort. C'est-à-dire, vous savez, la typologie des garanties, on part de quelqu'un qui se porte caution pour vous, donc qui vous fait confiance également, qui a une surface financière intéressante, jusqu'à une garantie réelle, jusqu'au cash, jusqu'à une hypothèque, en passant par le nantissement de votre fonds de commerce, en passant par le nantissement même de votre outil de travail. Donc, c'est pour dire qu'on peut regarder, on peut vraiment regarder dans le détail, mais encore une fois, ça ne devrait pas être un frein. Daouda a cité un point très important, c'est le rôle de l'État. Il faut pousser, il faut aider aussi à ce qu'il y ait des fonds de garantie pour soutenir ces PME-là, pour ceux qui n'arrivent pas justement à apporter d'autres garanties confortables, qu'on puisse s'adresser au pouvoir public, qu'on puisse s'adresser à des fondations, qu'on puisse s'adresser à des bailleurs institutionnels pour qu'ils puissent apporter ce soutien-là. C'est une signature, ce n'est pas du cash décaissé immédiatement, c'est une signature pour dire ok, on suscite et on accompagne. Peut-être aussi assez rapidement pour descendre en même temps les autres points. Sur le cacao, il parlait de... Non, il parlait de... Il demandait en fait des secteurs d'activité où il y avait du cash, parce qu'il ne voulait pas se disperser. Je pense qu'il y a du cash partout. Ce que j'ai dit, je le répète pour préciser ma pensée, c'est que dans vos projets, dans vos startups, posez-vous aussi une seule question. Vous ne faites pas cela juste pour le faire. Vous faites votre métier parce que vous escomptez aussi gagner quelque chose. Parce que vous estimez que vous avez quelque chose à vendre et que vous allez trouver un acheteur, un preneur sur place. Et ce preneur-là doit vous payer pour ce service, okay, que vous lui rendez. Donc le cash, ça viendra de là. Je parlais d'activités susceptibles de générer des revenus tangibles. Elle est restauratrice, elle vend, les gens qui viennent manger là, tous les jours, elle a une recette. Vous êtes dans le cacao, vous achetez, je ne sais pas à quel stade vous êtes dans la chaîne, parce que c'est vaste le cacao. Peut-être que vous achetez pour revendre, mais quand vous achetez, vous investissez, vous engagez de l'argent. Quand vous revendez, vous encaissez du cash. Donc cette activité-là génère du cash, pour préciser les choses. Ok? Vous n'êtes pas dans la recherche. Non, dans la recherche. D'un point... Non, même dans la recherche, à un moment donné, il faut pouvoir cacher. Si je fais de la recherche sur des technologies nouvelles qui vont révolutionner notre monde dans 20 ans, dans 30 ans, à un moment donné, je considère que je suis en train d'investir, je vais formaliser des brevets et je vais le vendre à un moment donné de toute façon. Et même dans la recherche, on est susceptible à un moment donné aussi de pouvoir faire du cash. Ensuite, il y avait également un point sur... Tu viens à parler de la confiance troisième acteur, les attentes de l'État pour... Oui, mais sur ce point-là, c'est vrai que l'État a fait une partie du chemin. On va me demander encore plus. On parlait du fonds de garantie des PME, on parlait de la fiscalité même, parce que l'État a plusieurs leviers. Hein. Ça peut être au plan fiscal, inciter à financer des PME. Dans notre secteur d'activité, l'État a défiscalisé tout ce qui est intérêt sur les activités de crédit. Donc quand vous prenez un crédit dans le secteur de la microfinance, il n'y a pas de taxe associée à ça. C'est pareil, pour susciter l'épargne, quand vous épargnez dans une institution de microfinance, vous ne payez pas d'impôts liés à ça. Donc
c'est des mesures incitatives, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de modèles auxquels on peut faire référence pour faire avancer les choses. Mais je souhaiterais quand même terminer sur qui parlait de responsabilité sociale. C'est vrai que c'était une question pour Daouda, mais je me permets de rebondir là-dessus parce qu'elle est très pertinente. Et encore une fois, il ne faut pas attendre d'avoir des grands moyens. Vous savez, je bosse pour un groupe qui s'appelle Cofina, qui est un jeune groupe, et on a lancé, justement en pensant aux PME, on a lancé ce qu'on a appelé Cofina Startup House. C'est un incubateur pour recevoir des startups à Dakar et à Abidjan, qu'on encadre, parce que les gens ont certes besoin d'argent, et c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, mais ils ont davantage besoin de conseils, ils ont besoin de présence, ils ont besoin de pouvoir prendre le téléphone pour joindre quelqu'un, pour pouvoir obtenir un agrément. Et je vous dis, deux fois dans certaines activités, c'est bien plus qu'une ligne de crédit qu'on vous donne. Obtenir un agrément, obtenir une autorisation, faciliter un rendez-vous d'affaires ou avoir des ventes demain, ça peut changer la perception qu'on a du business. Donc, je me suis lancé, je laisse le micro en tout cas. Merci Didier. Donc, je vais essayer aussi de couvrir, même si, ou apporter des compléments de réponse à ce que Didier vient de dire. Donc, concernant en fait donc, un dossier de crédit, pour répondre donc à madame, l'élément le plus important, comme on dit, c'est vraiment, vous avez un dossier, vous l'étudiez vous-même, il permet effectivement de rembourser ce qu'on appelle le service de la dette, il permet de dégager du cash flow qui permet de financer, de couvrir la dette et de vous laisser quelque chose vous-même. Parce que si vous n'avez pas quelque chose, vous allez prendre donc dans la caisse. Donc c'est d'abord ça qui est fondamental. Si vous n'avez pas ça, comme je dis, la garantie ne fait pas de crédit. Ce n'est pas parce que vous avez des garanties que vous allez venir me voir en disant financez-moi ça alors que je vois bien que vous êtes en perte. Donc parce que derrière, pour réaliser les garanties, c'est pas non plus, je ne me lève pas pour les saisir. Il y a des actions judiciaires et c'est pas moi en fait, en réalité, c'est pas mon travail. Je préfère faire un dossier de crédit sans garantie simple qui va me rembourser le crédit et c'est plus simple pour moi que de vouloir donc réaliser donc des garanties derrière. C'est d'abord le dossier lui-même, c'est effectivement expliquer à votre banquier que il faut qu'il comprenne que votre projet dégage suffisamment donc d'argent pour vous payer, pour payer l'actionnaire, pour payer la banque, pour payer les impôts, pour payer et qu'il en reste un peu pour vous permettre donc de mettre de côté pour renforcer donc vos fonds propres parce que vous allez continuer à grandir. Donc c'est ça vraiment donc important. Alors maintenant quelques conseils. Il faut en fait donc savoir le banquier, il faut le voir comme un médecin. Il faut être totalement transparent avec lui. Quand vous avez en fait un dossier de crédit qui est en cours, que vous remboursez, quand vous voyez venir donc des dangers à l'horizon, vaut mieux tout de suite aller voir le banquier et lui dire écoutez, j'aurai des problèmes à telle période, est-ce qu'on ne peut pas modifier en fait le tableau de chantier, est-ce que cumuler, on ne peut pas en fait reporter une échéance, que plutôt que de laisser en fait constater l'échéance, constater la deuxième, constater la troisième. Parce que malheureusement, on fait un métier qui est très régulé. Et le régulateur nous dit au bout de 3 échéances impayées, il faut le déclasser, il faut le mettre en douteux, il faut le provisionner, il faut entamer des actions de recouvrement. Donc parfois c'est trop tard, même quand même le projet lui-même, il travaille des difficultés, ce qui peut arriver dans la vie de tout le monde, dans la vie d'entreprise. Mais si vous avez suffisamment averti votre banquier, il prendra les dispositions parce que lui-même n'a pas envie que votre dossier tombe. Et ça montrera aussi que vous êtes aussi sincère, que vous êtes honnête. Et ça, en fait, c'est des choses que le banquier apprécie énormément. Donc, être en contact avec lui, lui dire totalement, être transparent, ne pas avoir en fait donc des idées derrière la tête en se disant oui, je vais m'en sortir, alors qu'en fait, en général, la situation s'empire. Et quand on se réveille, c'est trop compliqué. 3 échéances impayées, des échéances de crédit, et là, on est obligé de rentrer dans les actions de recouvrement, même si derrière, il suffisait juste de restructurer le crédit, au lieu de le faire sur 3 mois, de le faire sur 6 mois, et puis c'était bon. Et donc là, on sera obligé donc, tout de suite de rentrer donc, dans les actions de recouvrement. Donc la transparence et puis être proactif. Quand ça ne va pas, tout de suite, allez voir votre banquier pour dire, là je travaille de moment donc les choses, vous allez voir moins de flux, mais c'est passager, c'est mon activité qui est comme ça, qui est saisonnière. Là, je fais de la restauration au mois d'août, les gens sont en vacances, donc il y a moins de gens qui viennent. Vous allez voir en octobre, ça va repartir. Et comme ça, lui, ça nous permet de comprendre, quand on nous pose la question, il dit non, non, vous en faites pas, c'est comme ça son activité, et il arrive à donner donc la réponse. Mais quand il ne comprend pas, et que son patron qui est au-dessus ne comprend pas, que les gens du risque ne comprennent pas, les gens des affaires juridiques ne comprennent pas, on dit warning tout de suite. Et là, vous êtes dans une zone grise, en fait,
Donc vraiment, il faut être proactif avec donc, votre banquier. Pour ce qui concerne donc, les activités qui gèrent du cash, donc Didier l'a dit, toutes les activités qui gèrent du cash. Après, derrière, en fait, quand on a dit non, quand on parlait de cash, c'était dit en fait donc, la capacité de remboursement de crédit. Hein. Ce n'est pas générer de l'argent pour générer de l'argent. Effectivement, le secteur cacao génère beaucoup d'argent, mais si vous ne faites pas attention, vous allez en fait vous casser donc, très rapidement donc, les dents. Donc, ce n'est pas en fait de brasser de l'argent pour brasser de l'argent. Il y a beaucoup de secteurs où on brasse de l'argent, comme le transit. Vous payez donc, vous allez payer les droits de douane pour votre client, et ça fait peut-être 500 millions, mais derrière, vous avez une marge peut-être de 10%, ou même pas 54% avec la concurrence aujourd'hui. Donc, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent donc de votre client. Donc, vous allez voir passer, vous allez brasser beaucoup d'argent, mais en réalité, votre marge, elle est très infime. Donc, c'est pas brasser de l'argent pour brasser de l'argent, mais ce dont on parlait, c'est effectivement la capacité à rembourser donc, les crédits. C'est de ça qu'on parle. Sur le cacao, on finance le secteur cacao. Nous, on a, à ma demande d'ailleurs, on a ouvert beaucoup de financements sur les acteurs ivoiriens, parce qu'on s'était rendu compte qu'on n'était que sur des multinationales. Je dis, c'est pas possible, on a aussi un rôle aussi d'accompagner les entrepreneurs ivoiriens. On a avancé, et vous savez, en fait, aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, les statistiques nous donnent raison. Parce qu'en fait, donc, les gens, au lieu de respecter la réglementation telle qu'elle est stipulée, on a vu des gens qui ont essayé de spéculer en se disant, oui, j'achète à tel prix, je ne bide pas parce que j'anticipe que les cours vont monter. Les cours sont cassés la gueule, il y a moins 30%, ils ont tous perdu de l'argent, et nous avec. Donc demain, quelqu'un viendra me dire, bon, le cacao, je vais dire, bon, je regarde 2 fois, on va dire oui, mais ils ne financent pas en fait donc, le secteur. Mais c'est aussi en fait donc, les prédécesseurs. Pour dire en fait une chose, il faudrait que chacun, nos aînés, nous-mêmes, nous disons que nous sommes des modèles pour les autres qui viennent, La manière dont nous nous comportons va en fait amener les banques ou d'autres secteurs, hein, pas seulement les banques, à prendre des dispositions ou à prendre des décisions pour ceux qui viennent après. Et c'est parce que les aînés, en fait, n'ont pas respecté donc, leurs paroles, ont pris crédit, même comme Didier le disait, de la capacité de payer, mais qui ne voulaient pas payer en disant de toute façon, je m'en fous, je plante la banque a beaucoup d'argent. Demain, c'est votre petit frère, c'est votre cousin, c'est votre ami qui viendra, on dira donc, monsieur, non, on ne peut pas. C'est malheureusement comme ça, en fait, donc la loi de nombre, et malheureusement, on est obligé, en fait, donc d'en tenir compte. Et les chiffres nous donnent raison. Quand vous venez vous dites, oui, bon, celui-là, c'est un bon dossier, on dit, oui, mais bon, il y a 70% de casse. Qu'est-ce qu'il faut que le dossier ne va pas casser? Donc, on a tous une responsabilité, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est une responsabilité collective. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, ça peut, en fait, peut-être vous réussir, mais ça va, en fait, nuire à 10, 100 personnes qui viendront donc après vous. Donc, sur le cacao, on a financé beaucoup d'entreprises de cacao, mais là, on a resserré, en fait, donc, les conditions. Parce que pourquoi on avait ouvert, on se disait, oui, on allait sur du nantissement de produits. À partir du moment où on avait le produit, on était en fait sûr que les gens allaient vendre et nous rembourser. Mais quand il y a des gens en fait, qui gardent le produit au lieu de le vendre en disant, oui, bon, de toute façon, la banque est quelque chose, et le produit perd sa valeur, après, donc, derrière, c'est la banque qui est propriétaire du produit in fine, qui perd donc de l'argent. Donc, vous savez très bien donc, pourquoi je parle. Donc, maintenant, tous les secteurs, comme je dis, tous les secteurs donc, braquent de l'argent. Après, pour ce qui concerne donc, les initiatives de l'État, ça c'est très important. Dans tous les pays, en fait, il faut savoir qu'un pays, y compris les États-Unis, y compris la Suisse, un pays comme la Suisse, le secteur économique est porté par plus de 92% par les PME. Alors que la Suisse aujourd'hui, tout le monde connaît les grands laboratoires pharmaceutiques, toutes les grandes banques, UBS, le Crédit Suisse et tout ça, mais le tissu économique, en réalité, il est détenu par les PME. Et dans ces 92%, vous avez des 2 tiers qui sont des entreprises familiales, donc qui se transmettent de père en fils. Des horlogers, des diamantaires, des choses comme ça. Et c'est ces choses-là qui tiennent vraiment, qui font l'économie en fait suisse. Donc, si l'État aujourd'hui veut que la Côte d'Ivoire se développe, veut que les jeunes aient de l'emploi, le premier pourvoyeur d'emploi, c'est les PME, dans tous les pays du monde. Et par ça, l'État doit donner des mesures incitatives pour permettre la création de PME, pour accompagner donc les PME. Qu'est-ce que l'État peut faire? Donc, tout simplement, comme on fait en France. En France, vous prenez l'exemple de BPI, la banque publique d'investissement, qui est l'ancien donc OSEO. C'est une banque qui aujourd'hui finance des startups. En sachant bien, en se disant, OK, je vais financer 10 startups. Dans les 10 startups, il y en a 8 qui vont mourir, il y en a 2 qui vont réussir, qui vont devenir des grands groupes, qui vont en fait me permettre de récupérer tout ce que j'ai perdu sur les 8. Donc, c'est une réflexion, ça c'est l'État, c'est une banque publique.
Vous avez en fait, je prends l'exemple du Maroc, qui est un fonds de garantie pour le financement même des PME, donc ce qui permet aux banques de financer les PME en se disant, si j'ai un taux de casse, je peux me retourner vers ce fonds d'investissement. Donc, il y a le rôle très important donc, de l'État, donc de formation, d'accompagnement, de transparence, d'éclaircissement de l'ensemble du dispositif, de faire en sorte que l'État est central dans l'écosystème du financement des PME. Et c'est ça, en fait, un peu donc, le rôle du patronat qui arrivera donc à dire, effectivement, à l'État, il faut que vous jouiez un rôle un peu plus pour qu'on ait un secteur privé fort, on ait des PME qui puissent grandir. On en parlait ce matin de local content, quelque chose de très important. Si on veut que les PME grandissent, favoriser les entreprises nationales, les PME donc nationales. Et donc ça, dans beaucoup de pays, vous avez des fonds d'investissement qui ont été mis en place pour financer les startups, pour financer les PME, ou pour permettre aux PME de ne pas payer d'impôts sur un certain nombre d'années. Donc des dispositions qui sont prises pour accompagner les PME. Et ça, c'est ce que l'État peut faire. Dans certains pays, jusqu'à la BPI par exemple, comme que je viens de citer, elle fait des crédits donc, aux PME françaises, à des taux qui sont en fait plus intéressants que le taux du banquier privé, avec un accompagnement aussi qui est plus proche que celui du banquier privé. Donc, c'est ça en fait, quand je dis en fait donc, le rôle de l'État. Donc le rôle de la BPI, c'est pas de concurrencer ce journal ou le BNP, c'est d'accompagner en fait ces startups, d'accompagner ces PME. Une fois qu'elles atteignent la taille critique, maintenant les banques privées les prennent en marche et continuent. Parce que c'est là que je dis en fait donc le rôle donc, de l'État que l'État donc doit jouer. Mais l'État ne peut pas s'asseoir et puis dire aux banques privées, accompagner donc les ressources. On dit, nous pouvons prendre des risques, mais pas plus qu'en fait que ce que nos administrateurs, ce que en fait notre conseil d'administration, ce que le marché ou le régulateur nous permet de faire. Or, si c'est une banque publique qui rentre dans un nouveau, qui est dans un dispositif particulier, elle a plus les mains pour accompagner. La réflexion est en cours en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a parlé du projet Phoenix, auquel en fait on a participé. Il y a un certain nombre de mesures, la maison de l'entreprise, le fonds de garantie qui sont donc en train d'être mis en place. Au ministère des PME aujourd'hui, il y a un accompagnement d'ailleurs par BPI France pour mettre en place un fonds d'investissement et comment accompagner davantage les PME. Espérons que ce projet aboutisse, ce sera tant mieux en fait donc pour la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé du crédit bail, vous avez parlé donc de sûreté, oui c'est des avancées. Le crédit bail pour les PME, c'est quelque chose donc de très avantageux. La loi sur les PME, c'est une loi aussi qui est très intéressante, mais sauf que très rapidement, on a fixé la limite des PME à 1 milliard. Donc, c'est-à-dire, et quand l'entreprise dépasse qu'à 1 milliard sans de chiffre d'affaires, est-ce qu'on la considère comme une grande entreprise? On va la laisser lutter avec Bouygues, avec Bolloré, avec Assiv, avec Atijari. On n'a pas la même chose. Donc, je pense en fait qu'il y a un complément à faire, et ça encore, ça rentre aussi dans le rôle donc, de l'État. Dans le rôle de l'État parce qu'elle passe peut-être le cadre donc, de la PME tel qu'on l'a défini, mais à côté de certains grands groupes marocains, français, étrangers, elle reste vraiment une très petite entreprise. Donc celle-là encore, il faut lui tendre la main pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle soit demain une grande entreprise. Donc c'est toute cette réflexion en fait à faire. Donc ça amène à la réponse donc, de mon ami sur la question des Philippines. J'avoue que je ne connais pas en fait donc ce qui s'est passé aux Philippines. Les modèles qu'on a regardé Maurice, on a regardé le Maroc, on a regardé le Kenya, on a regardé le Nigeria, on a regardé la France, le Canada, on regardera les Philippines, donc c'est bien noté. Donc il y a des choses intéressantes. Nous derrière encore une fois, la CGCI se veut comme un outil de lobbying qui va dire à l'État, si vous voulez vraiment développer le secteur privé, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre pour que le secteur privé puisse bien se porter et que les banques puissent accompagner donc, les PME et les startups. Donc on regardera en fait qu'est-ce qu'on peut en tirer. Après derrière, donc oui, l'État, donc j'ai répondu aussi à votre question sur la question des RSE. Bon, Didier donc l'a expliqué, hein, donc malheureusement, nous-mêmes, nous ne sommes que... Enfin, lui encore, il est actionnaire dans sa boîte, donc il peut peut-être décider de perdre une partie, mais moi, je ne suis qu'un salarié. Et donc, à partir de ce moment, ce n'est pas moi qui fixe, en fait, donc, les guidelines, en fait, donc, de ce que doit être, en fait, la politique de ma banque. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de plus en plus de multinationales qui sont effectivement dans l'action RSE, qui accompagnent donc les PME, donc déjà en essayant de les accompagner pour trouver donc des financements. On le voit de plus en plus. On a développé donc des outils aussi pour permettre à des grands groupes de financer donc les PME donc directement. Et comme Didier l'a dit, vous avez de plus en plus de groupes qui organisent des concours de start-up.
J'ai été jury de Total Startupper. Je suis mentor de Orange Fab depuis 2-3 ans. On accompagne effectivement des jeunes Ivoiriens qui ont des idées. On les met en fait dans les conditions pour qu'ils puissent évoluer et bien monter. On travaille sur le business plan, on les mentore et donc demain, il y en a qui réussissent, il y en a qui s'en sortent très bien. Donc pourvu que ça dure. Au niveau de Atujari, on a organisé aussi un concours, donc un hackathon, un concours de start-up qui a lieu dans 5 pays en même temps, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et la France. Et là-dedans, on est avec un groupe ivoirien, donc des gens de la banque et des gens aussi de dehors de la banque qui ont monté donc un groupe, qui ont postulé et qui ont fini 3e. Ceux-là, ils vont être accompagnés avec une commande par rapport à leurs produits. Ils vont à la Silicon Valley, ils vont en fait, donc on va les accompagner. C'est tout ce qu'en fait donc les entreprises peuvent faire, mais d'abord il ne faut pas se leurrer. Elles pensent que ce soit Google, que ce soit Microsoft, elles pensent d'abord à elles veulent en fait tirer un profit intelligent des jeunes pour avoir donc des solutions qui viennent en complément de ce qu'elles ont déjà. Que ce soit Total, que ce soit Atujari, que ce soit BNP, c'est toute la même réflexion. Malheureusement, bon, après derrière, sur l'action RSE+, oui, on accompagne les femmes entrepreneurs, on accompagne l'État pour financer donc, la construction d'écoles, pour l'Institut de cardiologie, etc. etc. On a un accord avec la FIPME, où de façon bénévole, on réunit en fait le cadre et on les forme sur comment monter un business plan, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'il faut faire, quelque chose, avec un accord de financement en fait pour tous les dossiers. En tout cas, de regarder tous les dossiers qui sont montés dans ce cadre-là. Après, donc, derrière, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que j'ai couvert les 5 questions. Vraiment motivé, attiré vers une banque pour demander un financement à cause des échos. Je vais commencer et je laisserai donc Didier donc apporter donc les éléments, donc les compléments de réponse. Ce que je voudrais dire en fait, toujours dans les conseils en fait que je vous donnerai, c'est que quand vous envisagez de prendre un crédit bancaire, vaut mieux peut-être essayer de laisser une traçabilité de toutes vos opérations. Si vous allez en fait voir la banque et que en fait vous n'avez pas de grand livre, même si c'est sur un cahier, vous n'avez pas en fait d'état financier, vous n'avez pas de relevé bancaire, vous n'avez rien, c'est un peu difficile quand même de suivre votre activité. Et là en fait notre difficulté c'est sur un métier comme la restauration, comment on arrive en fait à tracer quand vous nous dites oui bon voilà, voici ce que je gagne, ce que malheureusement on a fait sur beaucoup de restaurants où la dame me dit non en fait plutôt aller déposer à la banque et puis retirer, je préfère prendre en même temps aller au marché. Donc pendant un mois vous n'avez aucun flux. Et après, donc, de demander comment en fait, vous pouvez vous assurer que la banque, que l'activité marche. L'un des moyens en fait, d'analyser donc, un dossier de crédit ou un compte bancaire, c'est le flux que tourne. Je veux dire, oui, bon, elle a dit, on s'attendait à peu près, elle fait 10 assiettes. Après, quand vous avez dit, oui, je fais 30 couverts, 50 couverts par jour, ça se sent dans les chiffres, ça confirme ce que vous dites, et la banque est plus à l'aise. Mais quand les gens, en fait, et là, c'est le comportement de beaucoup de gens, dans beaucoup d'activités qui malheureusement dans nos pays sont encore au cash. Et donc les gens se disent je ne vais pas le déposer en fait à la banque puis le retirer. On l'a vu sur l'activité de transfert, on l'a vu sur les planteurs, on l'a vu sur la restauration. Et donc ce qui fait que après derrière, c'est compliqué en fait pour la banque. Donc mettez-vous à notre place. Donc on a du mal en fait à cerner le business, de savoir en fait comment ça marche. Donc c'est aussi dans le doute, on s'est dit bon, on va peut-être s'abstenir. Et donc, une chose, c'est vraiment de garder une traçabilité donc, de votre activité. Pour la dame, donc, par rapport à votre pressing, il faut en fait, normalement, il n'y a pas de délai, mais il faut en fait, tout de suite, ce que vous gagnez, il faut en fait ouvrir un compte bancaire, le déposer dedans, et ça permet à la banque, demain, quand vous allez venir, voir une banque pour vous dire, je besoin de crédit, la banque va regarder, effectivement, c'est un pressing qui vient d'être ouvert, dans les 5 mois, elle gagne en moyenne 1 million, 5 millions, 10 millions mois. Et donc, ça permet derrière de faire les calculs et de se projeter par la suite. Donc, c'est l'un des avantages d'ouvrir un compte bancaire plutôt que de passer par des gens. Si demain, vous voulez grandir et que vous n'avez pas de compte bancaire, vous allez venir, la banque va partir en fait from scratch. Je ne connais pas aucune traçabilité de relevé bancaire parce que sur des financements, on vous demande parfois est-ce qu'on peut avoir vos relevés bancaires. Tout ça, c'est pour regarder en fait si effectivement
Vous êtes familier, vous déposez de l'argent dans la banque, vous ne gardez pas l'argent chez vous, et puis, bon, donc, avec tous les risques que ça comprend, et puis du jour au lendemain, disparaître. Donc, c'était un gage, en fait, donc, de modernité, c'est un gage aussi de confiance, c'est un gage aussi de dire, vous voulez laisser, oui, je veux laisser une traçabilité de mon business. Et ça rassure donc les banques. Donc, c'est l'avantage d'ouvrir un compte bancaire. Si demain vous voulez grandir, vous voulez ouvrir un deuxième pressing, à moins que vos amis aient des poches profondes, ils peuvent toujours vous financer pour grandir. Bon, donc là, effectivement, c'est plus intéressant pour vous. Mais si demain vous voulez ouvrir un deuxième pressing, un troisième, un quatrième, je pense que vous conseillerais d'ouvrir un compte bancaire, de garder une traçabilité, de dire voilà, je vais un premier, voici les flux qui rentrent dedans, voici ce que je gagne par mois, je peux le vérifier par l'arrivée bancaire. Et donc, si demain je fais un deuxième, je vais gagner à peu près ça, et voici. Et donc, comme ça rassure donc la banque qui dit oui, effectivement, on voit que le business, que ça marche, que c'est ceci ou cela. Maintenant, ce qu'il faut en fait aussi, je veux en fait pour l'ensemble du public, ce n'est pas une question qui a été posée, mais je pense que dans les questions, il faut comprendre, la banque accompagne l'entrepreneur. La banque n'est pas là pour investir avec l'entrepreneur. Le rôle de la banque, c'est de vous accompagner. C'est pas, vous n'avez pas un projet, vous avez besoin de 10 millions pour faire le projet et que vous dites, bon, la banque va faire chose. La banque peut le faire de façon exceptionnelle, mais le rôle traditionnel de la banque, c'est de vous accompagner dans votre projet de développement. Vous avez déjà lancé votre business et tout, vous avez besoin de fonds de roulement, vous avez besoin d'investir, la banque vous accompagne. Après, à côté, d'où encore une fois le rôle donc, de l'État, parce que les fonds d'investissement qui existent, malheureusement, les tickets de départ sont trop élevés pour les startups qui commencent. Les fonds d'investissement vont dire, moi je ne commence à mettre de l'argent que lorsque ça vaut 100 millions ou 500 millions ou 1 milliard. Il y a un investisseur partenaire qui vient descendre le ticket à 20 millions. Même 20 millions, ça reste quand même beaucoup pour beaucoup de PME. Donc ça, c'est le rôle de l'État, effectivement, encore une fois, de peut-être mettre un fonds d'investissement, dire, OK, un fonds d'amorçage pour les PME qui commencent, qui ont parfois besoin de 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. La banque, à un moment donné, quand elle regarde des petits projets aussi comme ça, je dis, je perds du temps. Moi, directeur général, je vais perdre du temps en comité de crédit pour un dossier de 1 million. Est-ce que franchement, ce n'est pas plus intéressant pour moi de regarder le dossier de 100 millions ou d'1 milliard ou de 10 milliards? Après, derrière, on fait des arbitrages aussi. Et donc, ça aussi, c'est pour ça que ce n'est pas forcément donc, sur les toutes petites entreprises pour les accompagner, notamment à l'amorçage, ce n'est pas le rôle fondamental de la banque. La banque est là pour accompagner les entreprises. Sur par rapport à l'APB, oui, il y a une association professionnelle de banque qui existe. Je le disais tantôt, j'en suis le 3e vice-président. Effectivement, c'est un sujet qu'on a commencé à se poser depuis plusieurs années. Dire, en fait, si vous n'avez pas pu retenir un client, soit au moment où il part, il faut lui donner son attestation de non-redevance pour qu'il parte. Et moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Je dis, c'était avant qu'il fallait le retenir. Il fallait tout faire, même s'il fallait faire la danse du ventre, il fallait la faire avant. Ce n'est pas après, quand le client dit, bon, je m'en vais, et j'ai besoin de mon papier pour partir, que là, en fait, on va le faire traîner pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça, effectivement, au niveau d'APB, quand c'est comme ça, vous saisissez l'APB en lui disant, voilà, vous avez demandé une attestation de non-redevance, voici en fait combien ça dure. Normalement, on a mis les délais, ça doit être au maximum dans 1 mois, y compris en fait avec, pour les fonctionnaires, avec la solde, ça ne doit pas prendre plus d'1 mois. Donc si ça va au-delà, vous pouvez saisir l'association professionnelle, vous écrivez au président et qui en général appelle la banque pour lui dire bon, il faut laisser le client partir. Parce qu'encore une fois, le client est libre d'aller ouvrir son compte là où il veut. S'il n'est plus à l'aise à la cible, qui pense qu'au final il aura son bonheur, il faut que je le laisse partir. C'est à moi de le retenir donc avant et pas en fait au moment où il a décidé donc de partir. Sur les délais de traitement d'un dossier, bah, ça varie. En général, bon, le client commence à compter là où il a déposé son premier dossier, la banque commence à compter là où le dossier est complet, et parfois c'est 1 mois après, donc on n'est pas parfois forcément dans le même délai, mais bon, après donc derrière, normalement, quand le dossier est bien déposé complet, c'est que chez nous, on essaie en fait donc de le gérer en 1 mois maximum. Voilà. C'est les délais en tout cas qu'on vise. Sinon, peut-être même moins, s'il a déposé. Si les dossiers sont envoyés donc, au risque dans les 10 jours qui suivent, il doit passer en comité de crédit. Donc avec un peu de chance, il peut même passer 1 mois avant, si les dossiers en fait envoyés. Après, en microfinance et banque, je pense après derrière, il faut regarder le montant que vous demandez.
Est-ce que c'était un dossier, est-ce que, bon, peut-être c'est plus simple d'aller à la microfinance pour commencer, parce que le montant est faible, parce que aussi, ils vont peut-être demander, ils vont peut-être demander moins de garantie, parce que eux derrière, ils seront, du coup, derrière vous tous les jours, pour savoir où vous habitez, pour savoir, en fait, que fait votre mari, pour savoir, en fait, vous avez combien de télévisions. Oui, bon, donc voilà, donc c'est peut-être aussi, mais c'est parfois plus facile aussi. Donc après derrière, c'est un arbitrage à faire en fonction du montant de crédit. Mais il faut savoir aussi bon, que autant vous avez la facilité là-bas, autant le taux de crédit est plus élevé aussi. Parce que le taux de l'usure pour les banques, c'est 15%, le microfinance, c'est 22%. Donc c'est pas en fait, c'est pas, à 24%, bon. Voilà, me corrige. Après, je pense que j'ai fait... Est-ce que oui, la dimension conseil des banques, oui, les banques effectivement dans le conseil, mais je suis d'accord avec vous, elles ne sont pas là pour reprendre les business plans donc des clients. Donc dans le moment, ils doivent les orienter vers les institutions qui sont spécialisées et qui en font donc leur business. Le seul problème, c'est que quand vous commencez à dire à un client va dans telle boutique, il se demande si vous n'avez pas des actions là-bas. Donc vous êtes obligé de lui dire bon, monsieur, votre business plan n'est pas valable, n'est pas bon, il faut en fait aller vous faire accompagner. Donc vous ne pouvez pas en fait lui indiquer en fait forcément une maison ou un endroit où partir. On a essayé de le faire en signant des partenariats avec des cabinets, mais très rapidement on nous a taxé de dire bon ok voilà c'est parce qu'ils veulent en fait c'est leurs amis, ils veulent prendre donc l'argent. Donc on a arrêté, on demande juste en fait on lui donne nos conseils qu'on peut lui donner en lui disant qu'il faut qu'il aille voir un spécialiste pour l'accompagner dans son business plan. Mais l'une des réflexions dans le projet Phoenix, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la maison des PME, la maison d'entreprise, qui va en fait créer des conditions pour accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de leur business plan. Donc ça, normalement, si le projet Phoenix, encore une fois, arrive à bout, ce sera une avancée notable donc, pour les PME. Maintenant, par rapport à votre question sur oui, l'accompagnement des jeunes, et ça aussi, effectivement, encore une fois, c'est le rôle de l'État. Les banques, nous sommes des institutions privées. Je vous l'ai dit tantôt, encore pour investir sur le départ, ce n'est pas en fait forcément notre rôle. Donc c'est notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement. Maintenant, de façon exceptionnelle, si un projet est bon, si le projet de madame est bon, on peut lui dire ok, on peut vous accompagner, mais il faut que vous apportez au minimum 20% et la banque apporte les 80%. Et c'est parfois même c'est les 20% là même qui n'existent même pas. Et ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, et plus en fait donc le projet est important, plus les 20% sont élevés. Si vous avez un projet de 100 millions, 20% ça fait 20 millions. Donc voilà. Donc bon. Et c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être redimensionner le projet de telle sorte à le mettre au bon endroit où vous pouvez le suivre, où vous pouvez commencer. Il faut commencer petit et consolider à chaque étape, faire un point, vous-même avoir un état financier, ne pas avoir la folie de grandeur, ce n'est pas parce que vous arrivez tout de suite à mettre 200 000 de côté qu'il faut en fait s'ajuster pour vivre. Il faut avoir un objectif clair. Et ce qu'on dit dans ce que vous faites, vous devez vous dire, j'ai un objectif, je dois être le meilleur, je dois rendre le meilleur service, je dois aussi m'organiser pour avoir la meilleure organisation, de telle sorte que ceux qui m'ont fait confiance n'aient pas honte et moi-même aussi que je puisse continuer à grandir. Et par rapport à ça, il faut aller step by step. Parfois, on veut tout de suite arriver en fait à l'étape 10 en sautant de l'étape quand on a l'étape 3. Non, il faut passer forcément par l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7. C'est indispensable et ça vous permet en fait donc de vous inscrire dans la durée et dans la solidité. Donc ça c'est quelque chose aussi que je voulais dire. Donc je pense en fait que j'ai fait le tour des questions. Et par rapport à l'idée, en fait, oui, elle dit oui, peut-être c'est elle qui a un problème. Non, ce n'est pas vous qui avez un problème. L'idée que vous avez, il faut vous dire qu'il y a 200, 500 personnes qui ont la même idée que vous. La bonne idée, alors c'est la chose la plus partagée. Maintenant, après, comment chacun arrive à la même idée, à la transformer. Elle a une idée des restaurations. Pensez pas qu'il y a beaucoup de dames qui ont la même idée des restaurations. Si. Mais après, derrière, comment on la transforme? Comment vous luttez? Quel est l'investissement que vous mettez? Quelle est l'énergie que vous mettez pour transformer votre idée en réalité? Et ça, c'est vous. Si on vous dit oui, on ne fait pas et que vous baissez les bras, c'est votre problème. Donc, la même idée que vous l'avez, pour vous dire que vous n'êtes pas forcément plus intelligent que les autres. On a tous un niveau d'intelligence quasiment égal. Après, derrière, il y a quelques génies, mais que vous prenez en fait 100 personnes, 90% ont le même niveau d'intelligence. Dans l'idée que vous l'avez, les autres l'ont déjà. Peut-être que moi, je l'ai, mais je me dis, bon, je préfère avoir mon salaire à la fin du mois, ne pas m'emmerder.
Peut-être que Didier Laura dira, tiens, je veux la faire, mais je veux la faire dans un an. Peut-être qu'il dira, oui, bon, je vais la faire, mais je vais doucement, doucement. Et vous, en fait, ça dépend de quel investissement vous mettez, à quelle idée vous voulez partir, comment vous arrivez à convaincre les gens qui sont autour de vous. Et c'est important, quand vous avez une idée, il faut la tester pour voir si elle est capable, si elle est valable. Et en la partageant avec les gens qui sont dans votre premier cercle, vous dites, tiens, je veux faire un restaurant dans tel endroit, qu'est-ce que tu en penses? Des gens en fait de confiance, et qui vous font un premier retour, ça vous permet de vous conforter plus ou moins dans votre... Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vous disent, bon, écoute, je ne vais jamais aller manger dans ton restaurant, donc c'est peut-être un indicateur, vous ne pouvez pas avoir raison comme tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'une première personne vous a dit non, votre idée n'est pas bonne, que vous devez non plus vous dire, bon, ok, c'est sûr. La même idée, elle est partagée. Après, derrière, ça dépend de la volonté de chacun, de comment, en fait, on arrive à faire tout. Moi, tous les matins, quand je me réveille, j'ai envie de faire une banque. Mais il faut que je fasse le pas. Voilà. Je suis Didier aussi. Mais ils ont fait le pas. Donc, c'est ça la différence. Donc, ils ont fait le pas avec comment ça, Jean-Louis. Ils ont fait le pas. Et moi, je suis encore dans ma situation, on dit oui, bon, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra jamais. Merci. Merci, Daouda. Oui, votre premier banquier, en général, on a son premier banquier à la maison. C'est la famille, ce sont nos amis, ce sont nos parents, à qui on parle souvent et qui peuvent dire, bon, effectivement, je te soutiens, je t'encourage. Je vais développer des solutions informatiques, des plateformes. Effectivement, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement de cash, mais ça demande autre chose. Ça demande de la persévérance, ça demande effectivement d'être libre dans la tête pour justement penser et développer, parce que quelque part, c'est un travail de création. Donc, peut-être que la réponse ne se trouve pas forcément au niveau d'une institution de crédit, au niveau d'une banque ou même d'une IMF. Peut-être qu'il faut élargir son champ. Il faut peut-être vendre ce projet-là à d'autres acteurs qui peuvent être intéressés par ce type d'opportunité, qui peuvent rechercher ce type de pépites. On a parlé d'incubateurs, c'est des plateformes qui peuvent être démultipliées. Et dans un pays comme le nôtre, qui vise l'émergence, effectivement, il faut susciter, il faut créer ces communautés de jeunes qui peuvent être créatifs et qui peuvent apporter des réponses nouvelles, qui peuvent aller dans l'innovation. Donc, c'est des choses à suivre, mais c'est des choses où la réflexion doit être prolongée au-delà de la relation de banquier à client ou d'institution financière à client. Sur le point concernant des idées on va dire, qu'on aurait à un moment donné. Je pense qu'il y a un conseil également qu'il faut partager avec vous, qui est très important. Hein. On peut avoir un projet très clair. Il faut, déjà, on a une idée, ensuite on veut tester, comme Daouda l'a dit, on veut en parler à droite, à gauche. Et après, il y a une étape importante, c'est se lancer, c'est franchir le pas, mais par-dessus tout, il faut pouvoir l'exécuter. Il faut pouvoir l'exécuter. Et ça demande beaucoup de choses. Et il y a une qualité qu'on retrouve en général chez tous ceux qui arrivent à passer l'étape de l'idée à l'action ou à réaliser de grandes choses. C'est la passion. Est-ce qu'on a cette passion-là? Est-ce que, même quand on peut rester 6 mois, 12 mois dans le doute, sans revenu évident de cette activité-là, est-ce qu'on continue en se disant que peut-être qu'on n'avait pas compris du premier coup, peut-être que c'est au cours de la seconde tentative qu'il y aura le déclic, au cours de la 3e, 4e tentative. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir entretenir, c'est ça qui va vous maintenir à un moment donné dans les certitudes que vous aviez. Donc il vous faut de la passion, il vous faut... Et la passion, on va dire, c'est contagieux. Hein. Si vous croyez en votre projet, vous ferez suffisamment de bruit autour de vous pour que ça arrive là où il faut que ça arrive, pour qu'il y ait un déclic. Je le dis parce que, et pour revenir un peu sur le point du développement informatique, je pense qu'on pourra se voir hors
d'investissement. Il y a beaucoup de startups qui sont des succès aujourd'hui qu'on connaît. Hein. On connaît Apple, on connaît Microsoft, qui sont nés dans des garages. Et la passion les a drivés jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut véritablement qu'on puisse préserver ça. C'est notre responsabilité collective, mais encore une fois, ça va au-delà de la responsabilité d'accompagnement en tant que financier qu'on fait au quotidien. Juste faire également une petite parenthèse sur les causes d'échec des dossiers de financement. Ça recoupe également un certain nombre de questions. Il y a un point qui est fondamental, c'est qu'il faut choisir votre institution qui va vous accompagner. Parce que, je dis au départ, on a son cercle familial. Après, en fonction de sa taille, il faut s'adresser également à un interlocuteur qui comprend aussi ces problématiques. Dans la banque, il y a plusieurs types de banques. Il y a des banques qui sont spécialisées dans des secteurs d'activité, il y a des banques agricoles, il y a des banques qui préfèrent financer le commerce international, qui ont développé un savoir-faire. Il y a des banques qui ont un curseur PME, il y a des banques, ainsi de suite. Donc, en fonction également du projet, et pour se donner toutes les chances de réussite, je pense que c'est une étape fondamentale. L'autre en face de moi, est-ce que c'est une préoccupation pour lui, au vu de l'état de maturité de mon projet? Peut-être que c'est un projet pour CAC aujourd'hui, je presse pour ma chapelle, et ça sera un projet pour la cible dans 24 mois, dans 36 mois. Peut-être que, mais si je vais directement frapper à la porte d'une institution, on va vous accueillir, on va le regarder, mais on va le regarder sous quel prisme? Point d'interrogation. Donc, le choix de son institution, également, doit faire partie du travail de l'entrepreneur. C'est de dire, OK, au stade actuel de mon développement, je dois pouvoir progresser pour atteindre un certain niveau de maturité. Aujourd'hui, nous, dans notre cas, on est bloqué à quoi, 250, 300 millions de tickets. Donc, on est à peu près sûr que si vous avez besoin de 500 millions, ce n'est pas chez nous que vous devez venir. Parce que, mais entre 1 million et 300 millions, il y a 36 mondes, ce que vous voyez. Parce qu'entre 1 million et 300 millions, on arrive à financer à hauteur de 40 milliards sur une année sur Abidjan. Donc vous voyez qu'on peut impacter 5000 clients, mais parce qu'on a fait l'exercice de le regarder. Quelqu'un qui veut un financement de 50 000, de 100 000, de 500 000 pour progresser également, c'est une autre réalité. Non, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, il faut pouvoir le dire honnêtement, on ne sait pas le suivre. Donc, la cible de l'institution est extrêmement importante et ça peut vous permettre de prendre, de simplifier votre démarche. Ensuite, il y a peut-être également, il faut toucher du doigt aussi des problèmes qui fâchent, le manque de crédibilité des informations qu'on remonte. Ça, je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais on vous doit également un langage de vérité. Hein. Qui aime bien châtie bien. Une start-up, une PME qui a 3, 4, 5 bilans. Quand c'est le banquier, il a un bilan. Quand c'est l'investisseur, il a un bilan. Quand c'est les impôts, il a un bilan. Ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas très adéquat quand on s'inscrit dans une logique de croissance durable. Il faut pouvoir prendre les bonnes habitudes, il faut payer ses impôts, il faut on va dire, déclarer ses salariés. Tout ça, c'est favoriser la gouvernance parce que ça vous permettra également de passer d'un stade X à un stade élevé beaucoup plus important quand vous aurez réglé tous ces problèmes de gouvernance. J'insiste là-dessus parce que c'est tout un cheminement. On a parlé de confiance, on a parlé de est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez nous rembourser, mais c'est tous ces indicateurs non quantifiables, ok, qui nous permettent de dire effectivement un tel est prêt pour s'inscrire dans la durée ou un tel va au fond passer une semaine, passer 2 exercices et après disparaître. Donc c'est autant d'éléments, autant de conseils. Peut-être terminer sur
Bon, on a déjà occupé cette question sur le pressing, là. Donc on est déjà revenu là-dessus. Donc je pense que sur les délais de traitement des dossiers, peut-être pour terminer là-dessus, nous on a un engagement fort au sein de Cofina, c'est 1 semaine. Mais 1 semaine, ça veut dire quoi? En 1 semaine, on doit pouvoir vous dire si c'est oui ou si c'est non. Si c'est non, on vous dira non, préparez-vous de cette façon. Si c'est oui, voici nos conditions pour passer à l'étape suivante. Je pense que c'est très important également pour vous, parce que si c'est non, au moins vous ne perdez pas votre temps et vous avez la possibilité d'enclencher un plan B ou un plan C. Si c'est oui, bon, je pense qu'on pourra également envisager les choses. Mais dans tous les cas, même si c'est non aujourd'hui, comme on dit, le mensonge aujourd'hui, c'est peut-être la vérité de demain, ça peut être oui demain, il ne faut pas vous décourager, il faut que cette passion-là vous maintienne et qu'elle vous fasse tenir de bout en bout.